Projet, c'est de créer un réseau d'acteurs pour la transition écologique et de mettre le citoyen au centre un peu de son écosystème avec sa ville, son entreprise et ses proches pour pouvoir voir les projets locaux et internes qui existent autour de lui et qui puissent proposer aussi des idées et être force de proposition. Voilà. Super, très clair. Et l'activité existe depuis combien de temps? Et alors, on a créé l'entreprise le 4 septembre, enfin la date officielle, et sinon, on travaille dessus depuis avril, enfin mars-avril à peu près, à temps plein. Voilà. Bonjour, moi je vais pas allumer la caméra parce que sinon j'ai pas suffisamment de réseau, donc vous allez pas m'entendre. Je préfère que vous m'entendiez Pas de plutôt que vous problème. me voyiez. Alors moi je porte le projet Jalotte et l'objectif c'est d'améliorer le fonctionnement des EHPAD en intégrant en fait des personnes en situation, de précarité, des étudiants ou des personnes en recherche d'emploi, pour décharger le personnel en fait et améliorer les conditions de travail du personnel, stimuler les résidents de façon à ralentir l'apparition des maladies neurodégénératives. Très clair, super. Merci pour les présentations des beaux projets. Merci. Alexandra, tu es dans Musinide? Non, pas du tout. Ah, c'est un autre. Parce que j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps sur justement une des maisons de retraite qui était trop cool sur le lien social et tout. Et tu peux regarder la maison Haïti. Et C'est pas Alep qui l'a partagé ça sur, le groupe WhatsApp? non, justement, c'est un monsieur, enfin un ancien d'une promo précédente. Ah Et il est OK. en train de faire un podcast dessus et il le faisait écouter à des bêta-testeurs. Et du coup, je l'ai écouté et il parle de Maison Haïti. Enfin, c'est une interview en gros de ce monsieur. Et c'est trop stylé. Il faut. OK. Voilà. Et ben merci. Ouais. Bon, je pense qu'on peut commencer, Victoria, et ceux qui arriveront, continueront avec nous. Très bien. Et puis du coup, il y aura l'enregistrement si besoin. Moi, je t'ai partagé les Oui, slides que tu tout peux à fait. aussi partager sans souci. Et puis on va profiter d'être un petit comité pour adapter. Tout à Au fait. moins, si Alexandra, vous avez la moindre question, même toi, Fatima, n'hésitez pas à me Il n'y a pas de couper à problème, tout merci moment. beaucoup. Ça peut être interactif, c'est l'avantage. Et du coup, à mon tour de me présenter, donc moi je m'appelle Victoria, j'accompagne les projets qui lèvent des fonds avec nous sur We Do Good depuis plus de 4 ans. Euh, Chez We Do Good, on est un des acteurs du financement participatif parmi ceux qu'on va évoquer aujourd'hui. Nous, notre spécificité, c'est le mode de financement en royalties, donc en partage de revenus, que j'aurai l'occasion de vous détailler. Et en tant qu'acteur sur ce marché-là depuis une dizaine d'années, on essaie de consolider vraiment au maximum de nos retours d'expérience sur ce qui fonctionne ou pas en termes de financement participatif, de crowdfunding. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire part de ce retour d'expérience pour vous aider à y voir un peu plus clair sur le monde du crowdfunding, quelles sont les différentes typologies qui existent, voir comment ça peut s'adapter potentiellement à vos projets. Et donc voilà, vous aurez accès à tout ça aussi par la suite et même à nos coordonnées. Enfin, il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions aujourd'hui et plus tard. Et voilà, j'ai un petit support pour me permettre de vraiment évoquer les sujets les plus importants, mais n'hésitez pas, surtout, il faut que ce soit interactif et que ça réponde à vos questionnements. Euh, Pour commencer, déjà, je peux peut-être vous redéfinir un petit peu le financement participatif au crowdfunding. C'est la même chose, hein, c'est juste la traduction. C'est pas si nouveau, comme on le disait, nous on est là depuis une dizaine d'années, même on a fêté 11 ans là, ces mois-ci. C'est pas si nouveau parce que derrière, il y a aussi des modes de financement assez classiques, comme le don, le prêt, l'investissement. Ce qui fait que, justement, depuis quelques années, quand même, ça a pris de l'ampleur. C'est le fait d'avoir des plateformes, on passe par internet et donc, il y a une possibilité de toucher quand même un nombre de contributeurs plus important, de communiquer, plus largement sur sa levée de fonds, sur son financement. Néanmoins, on commence toujours par ce petit avertissement que de dire,
que même si la traduction littérale de crowdfunding, ce serait d'appeler la foule, eh bien, il n'y a pas une foule de personnes, il n'y a pas une foule de personnes qui existent vraiment prêtes à financer, à donner sur tous les projets. Si on se met du côté contributeur, si moi je décide de contribuer à un projet, de le soutenir, ça va être soit parce que quelqu'un que je connais bien m'en a parlé et j'ai envie de soutenir cette personne en particulier, il y a une dimension affective, personnelle qui rentre en jeu, ou c'est soit parce que ça marche déjà bien, ça fait un peu le buzz entre grosses guillemets, mais en tout cas c'est venu à moi par des relais sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Et donc ça m'a donné confiance et envie pour soutenir aussi. Donc c'est vraiment ça la clé, c'est de comprendre cette dynamique qu'il faut mettre en place. Pour que ça marche, eh bien, on commence toujours par les proches, ceux qui nous font déjà confiance, qui se posent moins la question pour nous soutenir, et puis d'élargir au fur et à mesure. Parce que ceux qui ne connaissent pas du tout, eh bien, ils suivront plus facilement si d'autres personnes l'ont déjà fait. C'est vraiment, pour illustrer ça, l'exemple qui est souvent donné, c'est comme un restaurant. Si vous êtes dans une rue, il y a 2 restaurants l'un en face de l'autre, il y en a un qui est complètement vide, dont la terrasse voilà, est complètement vide alors qu'il y a un peu de monde en face, bah, avant même de regarder le menu, on va avoir envie d'aller là où il y a déjà un petit peu de personnes, ça va nous rassurer. On va se dire, bah, si en fait c'est vide, ça veut dire que c'est pas bon, je vais être mal reçu, il y a un problème. Et donc il y a vraiment un enjeu de confiance ici qui va vraiment se dupliquer, enfin se répondre sur une levée de fonds participative. Si vous avez une jauge à 0, eh bien le niveau de confiance des personnes qui ne vous connaîtraient pas sera aussi très faible par rapport à une jauge plus avancée. Donc hyper intéressant à garder en tête pour la suite, de vraiment se dire, ben, l'appel à la foule, toujours à relativiser, et c'est pas magique non plus, il n'y a pas une foule de personnes qui va arriver dès que je vais publier mon projet. Et pour que ça prenne, eh bien, on pense à bien identifier qui sont les premiers contributeurs qu'on va solliciter, et bien préparer ce lancement avant de prévoir des communications beaucoup plus larges. Néanmoins, il y a quand même du monde, hein, là, c'est des chiffres de 2023. Il y a quand même du monde, ça représente quand même des montants, qui justement sur ces, 10 dernières années ont fait, depuis 2015, les baromètres se font depuis 2015, ça a été multiplié par, plus de 10, ces chiffres-là. Ça continue quand même de bien croître chaque année. Il y a une diversité aussi des projets qui, par nature, est plus importante également. Il y a plus de projets, donc une diversité des projets plus importante, qui répond au fait qu'il y a une diversité des financeurs plus importants par rapport à des business angels qui vont avoir encore beaucoup des profils très similaires, d'entrepreneurs ou autres. Et bien là, tout le monde peut devenir contributeur sur du financement participatif. Il y a plus de femmes et donc il y a aussi plus de projets portés par des femmes en financement participatif que sur d'autres financements. Donc ça, c'est quand même intéressant à garder en tête. Il y a du monde, ça concerne un nombre de projets de plus en plus important. Donc ça veut dire que ça vaut vraiment le coup quand même, quand on prépare son plan de financement, de se demander si c'est adapté pour son projet et puis à quel moment, pour bien anticiper les choses. Ici, pour contextualiser, les chiffres, ils sont extraits du baromètre du crowdfunding de 2023 que fait Financement Participatif France, FPF. C'est l'association professionnelle du secteur et en gros, ils consolident les données de beaucoup de plateformes, donc c'est assez représentatif. Et c'est aussi une des sources d'informations assez intéressantes que de suivre Financement Participatif France, si jamais vous voulez approfondir le sujet. Comme je disais, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, soit dans le chat, soit vous rallumez vos micros. Moi, j'ai juste une toute petite question. Oui, do Good, vous faites du financement participatif ou pas? Oui, c'est ça. Nous, on est une Ok. des plateformes. Là, je vais pouvoir te montrer quelques plateformes, quelques-unes des plateformes qui existent.
On est une centaine en France. Donc là, je vais te montrer une partie de celles qui existent, et notamment nous, WeDoGood, à quelle typologie de financement on est. Nous, on est spécialisé sur l'investissement en partage de revenus. Donc ouais, nous, on est une des plateformes effectivement dont on va parler aujourd'hui. Et là, de manière plus générale, je fais un dézoom et je présente le crowdfunding plus globalement parce que c'est ce qu'on connaît forcément depuis la dizaine d'années qu'on est sur le sujet. Ok. Et en termes d'avantages, du coup, pourquoi faire du financement participatif? Déjà, quand on voit les projets qui viennent nous solliciter pour envisager une levée de fonds sur la plateforme et sur d'autres plateformes potentiellement, eh bien, il y a quand même un besoin d'argent. C'est une grande motivation. Mais en fait, quand on fait le bilan des campagnes avec eux, on voit que ça a été au-delà de l'aspect financier. D'ailleurs, si on le fait que pour l'argent, parfois on est un peu déçu parce que c'est quand même un peu de temps, d'énergie à y consacrer. Et donc, si vous vous lancez dans ce type de démarche, eh bien, gardez aussi en tête que ça vous permet de répondre à des objectifs un peu connexes et un peu secondaires, mais qui vont vraiment apporter de la valeur au projet, notamment le fait de l'envisager comme une vraie campagne de communication. Ça peut être un moyen d'apporter un coup de visibilité important à votre projet, surtout quand on est au début. Forcément, eh bien, c'est un moyen d'une étape en soi dans votre communication. Donc c'est un moyen de communiquer et un moyen de fédérer aussi parce que, c'est assez puissant pour engager des communautés autour de vous, de ce que vous voulez représenter à travers votre entreprise, votre projet. Et donc, les gens qui vont vous suivre à travers ce financement, ce ne sont plus de simples clients ou suiveurs, c'est vraiment en général des ambassadeurs. Et ça, c'est hyper valorisant pour un projet que d'avoir des personnes engagées et qui suivent et qui peuvent potentiellement apporter dans la durée. Donc ça vaut le coup quand on se lance de se dire que certes, oui, il y a forcément l'objectif qui est d'aller chercher du financement, mais si on se prépare pour les éléments à côté, ça permet vraiment de vous apporter, comme je le disais, sur la durée. À côté de ça, forcément, s'il y a des avantages, il y a aussi des contraintes qu'il faut anticiper. La première étant que pour obtenir un financement, eh bien, il faut être en mesure de fournir certaines contreparties. En fait, on ne donne jamais de l'argent en échange d'absolument rien. C'est-à-dire que même dans le don sans contrepartie, eh bien, il va y avoir quelque chose, par exemple, d'émotionnel. Si je donne de l'argent à une association qui est d'intérêt général, en retour, je me sens bien, j'ai le sentiment de soutenir une bonne cause, eh bien, il y a cette contrepartie qui va être de l'ordre émotionnel. À côté de ça, ce qui est plus connu en crowdfunding, en financement participatif aujourd'hui, ce sont les contreparties matérielles, des produits principalement. Ça, c'est ce que vous voyez sur des plateformes comme KissKissBankBank ou Ulule, par exemple. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que finalement, ces contreparties, elles peuvent être très variées. Ça va de la contrepartie émotionnelle, matérielle, mais pourquoi pas fiscale ou financière. Et donc, il y a déjà un premier enjeu pour vous qui est de déterminer finalement qu'est-ce que moi je propose en échange, quelle est la contrepartie qui est adaptée à mon projet. Et ça dépend forcément à la fois de la maturité du projet et de sa nature. Parce que déjà, dans vos projets, vous aviez des notions d'impact social ou environnemental importantes. Eh bien, déjà, ça veut dire qu'il y aura une logique de contrepartie émotionnelle. Parce que des gens qui vont vous soutenir vont vous dire je soutiens un projet qui, a priori, a quand même vocation à avoir un relais positif. Donc ça, c'est un premier point. Il y a des projets qui peuvent être très B2C, donc s'adresser plutôt à des particuliers en tant que clientèle, avec des produits. Ceux-là sont souvent ceux qui vont sur de la contrepartie matérielle, comme on le disait, Ulule, KissKissBankBank, ce qui va être un peu le plus connu, le plus grand public.
Des projets à certains statuts particuliers, soit de l'ordre associatif ou des entreprises qui vont utiliser certains types de financement, peuvent proposer une contrepartie fiscale. Quand le fait de soutenir un projet permet une réduction d'impôt, eh bien, c'est un certain niveau de contrepartie quand même. Et puis un projet avec un potentiel économique peut proposer une contrepartie qui soit financière. C'est de l'ordre de la rentabilité ou du taux d'intérêt. Donc ça, je vais vous le détailler par la suite selon chaque type de financement. Mais finalement, vous pourriez aussi avoir plusieurs types de contreparties. Par exemple, vous parlez d'impact, donc ça va jouer sur la contrepartie émotionnelle. Mais finalement, s'il y a un modèle économique derrière et que vous proposez une certaine potentiel de rentabilité, eh bien, vous jouez aussi sur la contrepartie financière. Et ça permet d'augmenter le ticket potentiel de contribution. En termes d'autres contraintes, donc les contreparties, on va le redétailler. Là, je vous donnais déjà une petite base à avoir en tête sur les différentes possibilités qui peuvent exister. Les autres contraintes, eh bien, il y a le fait de communiquer. Communiquer, ça va être super pour profiter de la visibilité, mais ça veut dire qu'il faut anticiper sur les compétences, les ressources, le temps que vous avez en interne. Quand je parle de temps, sur ces opérations, il faut compter environ 3 mois. Alors c'est pas 3 mois à temps plein, heureusement, mais c'est 3 mois pendant lesquels, eh bien, il faut avoir un petit peu de disponibilité pour, animer, pour, répondre aux questions, et voilà, gérer le suivi de cette levée de fonds. C'est tout bête, mais on parlait de confiance, hein, tout à l'heure. Pour, que les gens participent, il faut leur donner confiance. Si vous mettez 2 semaines à répondre à une question sur le projet, forcément le niveau de confiance, sera plus bas, en face. Idem pour donner confiance, il faut vraiment travailler, sa communication. C'est vrai pour toute campagne de communication, mais là, étant donné qu'il y a un enjeu financier encore plus et donc une coquille, des fautes dans un mail, ça va aussi jouer sur le niveau de confiance en face. Donc tout ça, c'est là où, il y a besoin d'un peu de temps forcément, de compétences, de ressources sur votre communication. Le dernier point étant que pour fédérer une communauté, eh bien, il faut, c'est un peu du marketing, mais proposer à la bonne cible les bonnes contreparties. Les bonnes contreparties, c'était mon premier point et on va réapprofondir. À la bonne cible, les bonnes personnes, eh bien là, ça va dépendre aussi de votre stratégie. Il faut que ce soit des personnes qui puissent potentiellement apporter dans la durée au projet. Et ça peut être soit parfois des clients, une communauté d'utilisateurs qui sont engagés, ou des partenaires, des investisseurs qui soient des mentors. Il faut en tout cas bien identifier en amont ça peut être au pluriel, hein, mais quelle cible vous allez, vous souhaiter atteindre, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une stratégie de mobilisation qui soit cohérente en face. Et on fait toujours ces petits focus sur les notions d'impact. Ça répond plutôt bien à vos projets en plus. C'est un argument clé pour tout type de financement, là pour le coup. Ça parle désormais à tout le monde, des partenaires, des BA, des VC. Mais c'est vrai aussi en financement participatif, ça va parler aux particuliers. C'est quand même un des facteurs qui fait passer à l'action. Nous, on le voit sur We Do Good, il y a toujours, on demande les motivations, ce qui poussait les personnes à contribuer, et l'impact fait partie des principaux facteurs. D'ailleurs, même les boîtes qui ne sont pas à impact maintenant le prennent en compte et montrent qu'ils travaillent sur le sujet ou qu'ils mesurent. On a mis le cas de HelloFresh, qui n'est pas une boîte à impact pour le coup. Ils ont quand même sur leur document de présentation les investisseurs une grosse partie sur l'impact. Donc c'est important à avoir en tête, valorisez-le. Et quand on dit de le valoriser-le, c'est aussi de vraiment travailler sur idéalement, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir votre BP financier et en fait, de pouvoir presque mettre un BP d'impact, de dire, nous, on prévoit de faire tant de chiffre d'affaires, et bien, ça veut dire qu'en face, c'est tant de personnes âgées qui auront été mobilisées davantage, donc leurs conditions de vie sont améliorées. C'est tant de recrutement en interne, donc on va développer l'emploi localement.
Tout ça, c'est intéressant et ça va vraiment parler aussi aux potentielles personnes qui vont, contribuer, de se dire: «Bah, c'est super, comme démarche. J'investis ou je donne à une entreprise et bien, je vais aussi permettre, quelque chose de très positif sur, la société» et donc ça, tout ça pour résumer, c'est quand même un argument clé et ne le négligez pas, surtout, par rapport à aux petites présentations que vous commenciez déjà à me faire de vos projets. Sur les différents types de financement, vous le voyez, je le mets même au pluriel ici, donc c'est, les financements participatifs avec les 3 grandes familles qu'on retrouve, en France. Le don, l'investissement, le prêt. On peut tout traduire, hein, crowdinvesting, crowdlending. Hem, on va surtout aujourd'hui parler du don et de l'investissement parce que le prêt n'est pas du tout accessible en amorçage. Souvent, ce sont plutôt des PME bien établies qui ont 2-3 ans de bilan positif. Du coup, je connais aussi moins les plateformes de prêt, donc je préférerais pas vous dire, des bêtises. C'est intéressant à garder en tête pour le coup, parce que côté prêt, c'est un petit peu moins risqué pour les contributeurs, donc il peut y avoir, entre guillemets, mais un peu plus de foule. Donc intéressant à garder en tête le prêt participatif, mais plutôt pour des structures assez matures. Ici, dans le détail, donc le don, vous avez don sans récompense ou sans contrepartie. Là, on l'a vu, c'est surtout, une contrepartie émotionnelle ou fiscale pour des associations. En bref, on est surtout sur des projets, d'intérêt général, sur du don, avec pas de contrepartie, particulière. Le don avec récompense, avec contrepartie, prévente, précommande, tout ça, c'est la même catégorie. C'est ce qu'on disait être le mode de financement le plus connu parce que ce sont des plateformes très grand public pour lesquelles on peut aussi être, sollicité en tant que donateur potentiel. Donc là, celles qui existent ici, ça va être Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule, elles sont toutes dans cette catégorie avec donc, plutôt de la contrepartie matérielle. Ça va être très adapté pour des projets B2C, qui vont avoir en général des produits adaptés à proposer en contrepartie, voire même en prévente. Ensuite, il y a l'investissement. L'investissement, vous avez soit l'investissement en capital ou crowd equity. Là, en échange du financement, eh bien, vous cédez des parts de capital, des actions à vos investisseurs. Pour eux, c'est un pari sur une prise de valeur de ces parts. Comme l'entreprise prend de la valeur, eh bien la part que j'ai achetée, ma part du gâteau prend de la valeur aussi et je pourrais la revendre. Donc ça, c'est l'investissement en capital qui se fait donc aussi, de façon participative. Et il y a aussi l'investissement en royalties, en partage de revenus. Là, c'est ce que nous, on fait avec We Do Good. C'est aussi ce que je connais le mieux. Dans ces cas-là, vous ne cédez pas de part de capital. C'est ce qu'on appelle un mode de financement non dilutif. À la place, vous cédez un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur pendant une durée déterminée. Donc, c'est un financement qui est presque plus proche du prêt parce que, comme un prêt, il y a des versements réguliers pendant une durée déterminée. Mais le montant de ces versements, il va entièrement, dépendre du chiffre d'affaires réalisé. Donc c'est pour ça que c'est dans la catégorie investissement, parce qu'il y a une notion de partage de la valeur, mais aussi des risques, avec les investisseurs. Et donc le prêt, comme je vous disais, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais vous aurez accès à des ressources, par la suite. S'il y a besoin, je vous transmettrai un petit site sur lequel on a pas mal d'éléments. Du coup, pour chacun des petites, ressources complémentaires et des chiffres, ici, c'est très réservé, associatif, hein, pour le coup, le don sans contrepartie et l'OASO, c'est une plateforme pour les associations, heu, qui est intéressante parce qu'elle est gratuite pour les assos. Mais pour le coup, pour les entreprises, si vous voulez récolter, quelques dons, en général, ce sont des proches, des personnes très proches qui veulent vous donner,
qui veulent vraiment rien en échange, c'est pour vous aider à démarrer, il vaut mieux le gérer sous forme de cagnotte que vous gérez ensuite en tant que courant d'associés ou que vous apportez vous directement à l'entreprise. Donc les personnes vous donnent et puis ensuite vous intégrez dans l'entreprise. Là, pour le coup, c'est du don sans contrepartie que vous gérez plutôt en mode cagnotte. Pas besoin d'essayer de faire du financement participatif déguisé avec pas trop de contrepartie si c'est vraiment que pour récolter quelques dons de proches. Le don avec contrepartie, avec récompense, prévente, précommande, on est ici. Donc là, comme on le disait, quand même plutôt sur de la contrepartie en général matérielle. Même si sur des petits montants, en gros jusqu'à environ 15 €, on peut soutenir un projet qui nous tient à cœur avec des choses très symboliques. En général, vous voyez, c'est pour 15 €, vous aurez un grand merci en contrepartie, vous aurez une carte postale, des choses assez symboliques qui vous permettent d'aller chercher des petits dons. Dès qu'on dépasse les 15 €, eh bien, il faut quelque chose à proposer un peu plus palpable. Et dans ce cas-là, c'est là où on disait, hein, c'est quand même très adapté si vous avez des vrais produits, quand on est sur des marques de vêtements ou sur un magazine ou sur des événements. Vous pouvez même prévendre ce produit. Là où c'est plus compliqué, c'est sur du B2B ou sur du service plus particulier, parce que si vous n'avez rien à proposer sur une vraie logique de contrepartie, c'est plus compliqué d'aller chercher. Et toutes les entreprises qui nous disent, moi par exemple, je suis en B2B, je veux faire des tote bags ou des mugs, des goodies, c'est beaucoup plus compliqué à valoriser, ça va pas toucher une vraie cible, donc c'est quand même moins pertinent et moins recommandé. Donc là, vraiment sur ce type de plateforme, c'est plutôt intéressant en B2C et beaucoup plus facile à mener. Sur la partie opérationnelle, il y a quand même 2 façons de mener les campagnes aujourd'hui. Soit, la plus classique, c'est d'afficher un montant à atteindre avec, plusieurs niveaux de contrepartie qui peuvent être très variés et même, symboliques pour certaines. De dire, vous pouvez, donner, 15 €, vous aurez un grand merci. Vous donnez, 70 €, vous aurez ce produit-là et 500 €, vous aurez le produit en édition limitée ou personnalisé. Et là, voilà, ça peut, aller sur des contreparties très variées avec différents montants. Et un affichage qui est plus récent, mais qui s'est pas mal développé, c'est vraiment la logique de prévente. Et là, vous dites pas: «Je veux, lever, 7 000 € et vous donnez ce que vous voulez». Vous dites: «Je veux prévendre, par exemple 100 produits à 70 €». Et donc souvent, c'est une opération plus marketing et vraiment de vente, heu, que vous gérez à ce moment-là. Ici, le chiffre à retenir, c'est les 68 € ici, qui sont la moyenne des contributions. Ça veut dire que c'est à peu près le type de montant que les gens sont prêts à dépenser sur, les plateformes, et donc c'est intéressant à prendre en compte quand vous fixez vos niveaux de contrepartie pour essayer de valoriser autour de ces montants-là. L'autre point, c'est de bien anticiper que si ça marche, eh bien, il faut fournir ce que vous avez prévu, derrière, et donc tout ça, ça a un coût. S'il y a des expéditions à faire ou autre, ça coûte, et donc il faut bien anticiper quand on fixe les niveaux de prix de contrepartie. On va sur la partie investissement, sauf si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas toujours. Sur la partie investissement, donc les royalties ou RBF. RBF, ça veut dire Revenue Based Finance, c'est le partage de revenus si on traduit. Ici, donc, c'est un financement, lever des fonds, en échange d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur que vous céderez trimestre pendant une durée déterminée. Donc, habituellement, on est sur autour de 5 ans. Donc, ce pourcentage que vous cédez, il est vraiment défini au cas par cas. On regarde votre prévisionnel financier, le montant que vous visez, votre objectif de levée de fonds. Et on calcule quel pourcentage, combien il faudrait proposer aux investisseurs
pour que si tout se passe comme prévu, eh bien, ils récupèrent leur investissement avec une certaine plus-value de façon étalée sur les 5 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, ils vont recevoir assez peu et à mesure que votre chiffre d'affaires augmente, eh bien, avec le pourcentage qui a été convenu avec vous, eh bien, forcément, les remboursements augmentent. Et ça arrête par défaut au bout de 5 ans. Donc voilà, le même pourcentage vous permet de rembourser vraiment selon votre chiffre d'affaires et de faire varier vos niveaux de remboursement selon votre saisonnalité ou selon toute, toute possibilité, toute situation qui ferait évoluer un petit peu votre niveau d'activité. C'est tout bête, mais par exemple, au moment du Covid, on avait accompagné des structures dans l'événementiel ou autre. Ils nous ont dit comment ça se passe du coup pour les paiements. L'avantage, c'est que si à un moment vous faites 0 de chiffre d'affaires, eh bien le pourcentage de toute façon qu'on a convenu ensemble, fois 0, ça fait que vous ne remboursez pas. Donc, ça permet vraiment d'adapter les remboursements à votre niveau d'activité et d'avoir des remboursements qui soient assez flexibles. Malgré tout, il y a des caps, un minimum de remboursement, la durée des 5 ans, qui permet de bien calibrer et de sécuriser à la fois vous et les investisseurs, donc d'avoir le contrat le plus équilibré possible. Et voilà, tout ça, c'est calculé au cas par cas. Nous, on peut, il y a des petites simulations, je pourrais vous envoyer si jamais ça vous intéresse. On peut simuler directement en ligne pour que vous ayez déjà une idée du pourcentage qu'on vous conseillerait de céder selon le montant que vous souhaiteriez lever. Moi, j'ai une Alors, on petite a une question. question de la Ah, part. voilà. Oui, vas-y, Alexandra. Moi, j'ai une Vas-y, petite vas-y. question. Est-ce que, par exemple, on peut additionner ces modes de financement? C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, faire une levée de fonds avec un don sans contrepartie et, par exemple, quelques mois ou quelques années après, mettre en place, là, par exemple, les royalties ou pas du tout? Ouais, carrément. J'ai quelques exemples d'ailleurs après à vous montrer d'entreprises qui ont fait plusieurs types de financement participatif. Alors, en simultané, on le déconseille vraiment Ouais, bah oui. parce que, comme on l'a vu, ça prend un peu de temps. Donc, en interne, la gestion de 2 opérations en même temps est beaucoup plus compliquée. En plus, le message serait un peu brouillé parce que dire à quelqu'un: «Tu peux, acheter, préacheter un goodies, enfin préacheter, Oui. un produit ici ou investir là», c'est compliqué. Mais par contre, ouais, à des époques, différentes de l'entreprise, là, carrément. Ok, super, merci. Et ouais, j'ai quelques petits exemples après, en plus, que je pourrais te partager qui, justement, le montrent. Ok, merci. Pas de souci. Et ouais, là, la différence ici, c'est qu'on est sur une contrepartie financière. Donc, c'est plus simple d'aller mobiliser un peu au-delà d'une communauté ou de clients potentiels parce que n'importe qui peut se dire que c'est un placement intéressant. Par exemple, un projet B2B, finalement, même un particulier peut investir, même s'il n'est pas dans la cible de clientèle. Et Et j'ai en une autre. termes de Ah, pardon. Est-ce que, par exemple, tous les investisseurs doivent percevoir le même pourcentage ou pas? Et est-ce que le pourcentage est calculé en fonction du don donné à l'origine ou c'est vraiment du cas par cas en fonction des... Enfin, est-ce que c'est vraiment du cas par cas? Ouais, alors en gros, ce qui se passe, c'est que quand, tu déposes ton dossier chez We Do Good, tu nous dis par exemple, là, la moyenne de levée de fonds, elle est, tu vois, de 40, un peu presque 50 000 €. Nous, on accompagne entre 10 000 et 500, mais la moyenne est autour de 50. Tu nous dis: «Je veux lever 50 000 € et Mmh. donc on va regarder ton prévisionnel financier, ta marge. On va dire, pour que ce soit cohérent, là, sur les 5 ans, on conseille de céder au global, heu, je peux dire des chiffres arbitraires, mais par exemple 1,5 de ton chiffre d'affaires et donc ce pourcentage-là qu'on définit, il correspond à 50 000 € levés. Ça veut dire que quelqu'un qui va investir, 10 000 €, eh bien, aura un cinquième, donc 10 000 sur 50 000, il aura un cinquième de l'investissement, et bien, il aura un cinquième du pourcentage que tu cèdes. Et donc, toi, au global, tu sais que tu seras engagé sur 1,5 si c'est ce que définit les simulations qu'on fait ensemble.
et ce sera le pourcentage global. Et chaque personne qui aura investi une partie de ces 50 000, eh bien, aura une partie du pourcentage qui est proportionnelle à son investissement. Ok. Et ça, c'est tout la plateforme. C'est que ça te permet de dire, bah, tu peux avoir 10 investisseurs comme 300 investisseurs, tu sais, tout passera par la plateforme et chaque personne qui aura investi, selon le montant qu'il a mis, aura le droit à un pourcentage proportionnel de ce que toi tu cèdes au global. Ok, ça marche. Merci beaucoup. En fait, c'est. Et donc, ouais, tout est géré de façon proportionnelle. Après, en termes de montant, donc voilà, la moyenne 50 000, forcément, bah, on va un peu crescendo selon les types de financement. Sachant qu'en termes de montant moyen, là, c'était 1200 en 2023. Ça va aussi pas mal dépendre un peu du type de communication que vous menez, c'est-à-dire qu'on voit des entreprises très grand public qui vont plutôt chercher à avoir plein d'investisseurs sur des petits montants, à 100 euros, 200 euros. Et à côté, il y a des entreprises un petit peu plus B2B qui vont plutôt solliciter des entreprises. Par exemple, une entreprise qui investit, elle investit rarement en dessous de 5 000 euros. Donc voilà, les montants moyens vont dépendre aussi de la typologie de personnes que vous voulez mobiliser. Mais au global, la moyenne est à 1200. Et puis sur le capital, donc dernier type de financement, avant que je vous resynthétise tout ça. Donc là, je vous le disais, vous cédez des actions, vous partagez le capital de votre entreprise avec les investisseurs. La question du coup ici qui peut être intéressante, c'est de pourquoi passer par une plateforme plutôt que des business angels ou des fonds d'investissement en direct. Et en fait, l'idée derrière l'aspect participatif des levées de fonds en capital, ça va être que c'est en général souvent accessible un petit peu plus tôt que des fonds d'investissement. Et puis, ça vous permet de déléguer, entre guillemets, la partie administrative, juridique, parce que la plateforme, elle vous sert à construire un cadre de gestion. En fait, vous pouvez avoir une multitude d'investisseurs. Là, par exemple, la moyenne en 2023, c'était 86 personnes. Et bien, pour autant, vous n'avez pas 86 personnes avec qui négocier individuellement chaque élément. Et donc, la plateforme construit une holding qui vous permet de rassembler tous ces investisseurs. Et vous savez que vous n'avez qu'une seule entité à gérer dans votre capital. Donc voilà, c'est l'aspect accessible un peu plus tôt, simplifié. Et le fait que derrière ces grandes plateformes, là, on vous liste 3 parmi les plus connus, WeSeed, Finpal ou Lita, eh bien, il y a quand même des business angels ou des fonds d'investissement qui les utilisent pour identifier des projets de qualité. Ça vous permet en général d'être. C'est un gage de qualité que d'être sélectionné par la plateforme. Et donc, c'est aussi par cette capacité à aller toucher des investisseurs assez qualifiés que vous avez une moyenne de levée de fonds plus élevée. Comme je disais, on va crescendo et elle était à plus de 500 000 euros en 2023. Petit point à garder en tête, c'est que en général, la plupart des projets ici vont être des projets avec une notion d'innovation, ou en tout cas, le critère, c'est quand même d'avoir un potentiel de croissance, parce que, comme on le disait, les investisseurs, ils font un pari sur une prise de valeur de l'entreprise et donc de leur part. Et donc, il faut avoir un potentiel de croissance important et en amont, avoir aussi bien établi certaines métriques, donc vos prix, vos marges. Tout ça, c'est important de les connaître parce que ce sont des questions qui vont vous être posées par les potentiels investisseurs. Donc, en général, c'est pour ça que si on résumait en termes de maturité et montant des projets, eh bien, vous voyez, le don, ça peut arriver très tôt, finalement. Il y a même des boîtes qui le font avant la création. En général, plutôt pour des petits montants, mais pour un peu tester votre communication, avoir des premiers clients,
des premiers retours sur votre communication. Les royalties, c'est en général entre la création, enfin, c'est à peu près sur les 3 premières années, mais voilà, là on a une moyenne que c'est sur la première année pour éviter de se diluer, aller chercher les premiers financements et commencer à commercialiser et à générer du chiffre d'affaires. Et le capital, plutôt quand vous avez justement déjà bien travaillé sur vos métriques et que vous développez à plus grande échelle ou que vous avez besoin d'accélérer. Ce ne sont que des moyennes, hein, bien sûr. Beaucoup de possibilités. Le don, ça peut arriver à plusieurs étapes de la vie de l'entreprise. Les royalties, on a aussi des structures qui ont déjà plus de 10 ans. Et l'investissement en capital, voilà, ça peut arriver aussi à différents moments. Mais en termes de moyenne, ça donne. En termes de coûts, si je vous partage, vous aurez bien sûr accès au support, donc vous aurez ce tableau. Combien ça coûte, il faut l'anticiper aussi, hein, d'avoir des recours au service des plateformes, à cette mobilisation-là. En gros, la première ligne de ce tableau, c'est les frais avant la campagne. La deuxième ligne, ce sont les frais pendant. Et la dernière ligne, les frais après. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que plateforme, notre modèle économique, il est au milieu sur une commission sur le montant levé. Donc, au moment où on vous débloque les fonds, eh bien, il y a une commission qui est attribuée à la plateforme qui vous accompagne. Après, en investissement, forcément, il y a des frais de dossier en amont parce que eh bien, il y a une étude de votre dossier et un accompagnement assez poussé qui doit être mis en place. La commission, et puis après, il peut y avoir des frais de gestion sur l'investissement ou le coût des contreparties, la TVA sur le don. Et justement, ça répond à ta question de tout à l'heure, Alexandra, qui était de faire plusieurs opérations sur des plateformes différentes, donc avec justement des modes de financement différents. Comme on l'a vu en simultané, compliqué, mais à des moments de vie différents. Là, c'est assez intéressant. Celui-là date un peu, mais je le garde pour l'instant. C'est l'exemple de Twiza. Eux, c'est une plateforme qui met en relation des personnes qui veulent organiser des chantiers participatifs et des personnes qui veulent y contribuer. En gros, c'est construire ensemble des maisons de manière écologique. Eux, exemple assez intéressant parce qu'ils ont réussi, ils n'avaient pas de produit à la base, hein, c'est une plateforme de mise en relation. Ils ont réussi une levée de fonds sur Ulule, donc en don avec contrepartie, sans être un projet de base avec des produits, mais ils ont vraiment une contrepartie émotionnelle et intéressante pour leur communauté visée. En fait, dans le cas de Twiza, donc eux, ils sont sur Ulule, leur objectif, c'était lever des fonds, certes, mais surtout avoir une communauté. Ce qui est hyper important parce que si vous voulez lancer des chantiers participatifs, il fallait bien des gens prêts à y contribuer. Donc, besoin de solliciter une communauté. Et du coup, ils ont pris la campagne de financement participatif comme un prétexte pour vraiment aller chercher de manière ultra ciblée des personnes pour qui leur projet avait de la valeur. Donc, ils sont allés sur des associations liées à l'habitat écologique, vraiment là où il y a leur communauté, ils ont ciblé à fond. Ça a bien fonctionné. Ils ont été chercher plus de 9 000 €. Et 2 ans plus tard, ils sont venus chez nous parce qu'ils avaient un besoin de financement un peu plus important pour développer leur plateforme, leur outil technologique, devenir plus performants. Et ce qui a été intéressant à regarder, c'est qu'ils ont notamment sollicité, parmi les personnes qui ont investi, eh bien, il y avait une partie des gens qui les avaient déjà suivis sur Ulule. Ils leur ont dit: «Bah, vous étiez les premiers à participer, vous nous avez donné, donc vous avez fait confiance dès le début. Depuis, bah, on espère que vous avez participé à des chantiers, que vous en avez bénéficié. Et bien maintenant, vous pouvez investir pour être intéressé à notre succès. Et dès qu'on fait du chiffre d'affaires, eh bien, on retouche une partie». Et ça a bien transformé. Il y a eu une bonne réactivité de la part de leur public.
Enerpro, là, c'est un projet complètement différent parce qu'ils sont dans le B2B, ils transforment des biodéchets en énergie. Eux, ils ont d'abord commencé avec nous parce qu'ils avaient un besoin de financement, de fonds propres pour rassurer les autres financeurs plus institutionnels. Et puis, quelques années plus tard, ils sont allés sur WeSeed, qui est une plateforme de capital. Et là, ce qui a été aussi intéressant à regarder, c'est qu'ils ont eh bien, aussi sollicité les personnes qui les avaient suivis sur WeDoGood en disant bah, vous étiez parmi les premiers, vous touchez un pourcentage de chiffre d'affaires, et bien maintenant soyez encore plus intéressés puisque vous faites partie de notre capital. Et mon dernier exemple, c'est Sunshine. Eux, c'est une marque de tablettes de chocolat qui a ses propres torréfacteurs solaires. Et ils ont bien levé sur WeDoGood, ils ont dépassé les 250 000 €, donc c'était un beau succès. Une belle mobilisation. Et ils se sont dit, bon bah super, on a maintenant la possibilité d'avoir notre torréfacteur solaire, donc on va produire de chocolat. Eh bien, prévendons-le. Et ils l'ont prévendu sur Ulule au moment de décembre, donc ce qui était cohérent aussi avec l'époque chocolat à Noël, ça marche bien. Ça aussi, c'est intéressant à avoir en tête en termes de communication. Sur de la prévente, il peut y avoir une logique de saisonnalité. Moins pour le coup sur du financement en royalties ou en capital qui est avec des contreparties financières. Voilà en termes d'exemples ce que je pouvais un peu vous partager. Après, si vous avez, je pourrais aussi rechercher d'autres exemples si vous avez besoin de choses qui vous parlent davantage sur vos secteurs d'activité. C'est vrai que j'aurais même dû vous demander la nature de vos projets avant le point pour chercher des exemples plus adaptés. Mais bon, déjà, ça vous fait une base de réflexion et de se dire que pour synthétiser un peu, le financement participatif, le crowdfunding, ce n'est pas pour vous si vous n'êtes pas encore prête à communiquer sur le projet, notamment à vos proches. Alors là, quand je dis vos proches, ça peut être très large, hein, ça va vraiment dépendre de typologie de personnes que vous voulez solliciter, puisque on l'a dit, ça peut être du réseau professionnel, des partenaires. Du moment que c'est cohérent avec votre stratégie, ça peut être assez large. Sur le fait de communiquer sur le projet, c'est aussi d'incarner en quelque sorte. Parce qu'en fait, les contributeurs, ils sont avant tout séduits par l'humain. Un seul même projet porté par des équipes différentes va avoir un avenir complètement différent. Donc, incarner le projet, ça vous permet de transformer davantage et de donner confiance. C'est pas pour vous si vous n'avez pas un peu de temps à y consacrer. On l'a dit, 3 mois en moyenne, c'est un projet que vous avez pendant 3 mois en moyenne en interne, pendant lesquels eh bien, je comprends un temps de préparation et un temps d'animation et de réponse à votre communauté. Si vous n'avez pas encore fait le test sur trouverlebonfinancement.fr, ça c'est un petit site qu'on a conçu avec différents partenaires spécialistes du financement, sur lequel il y a toute une partie sur le crowdfunding et justement vous pouvez en quelques questions avoir une liste des plateformes, voir un peu le modèle qui peut me sembler adapté. Et si vous n'avez pas encore identifié qui vous souhaitez mobiliser, avec quelle contrepartie, parce qu'on l'a vu, ça reste un petit peu le cœur. Et pour conclure, ce qu'il faut se dire, c'est que le crowdfunding, c'est pas magique, hein, ça demande quand même du temps, ça demande de l'énergie. C'est pas toujours le mode de financement le moins cher non plus, mais c'est hyper intéressant de garder en tête que ça va au-delà. C'est un moyen efficace d'atteindre différents objectifs financiers, bien sûr, et notamment de par aussi l'effet de levier potentiel, parce que c'est après une campagne que les financeurs classiques sont a priori plus à votre écoute. En fait, si vous arrivez avec 50 000 € levés, on a vu le cas de Nerco, eh bien, ce sont des fonds propres. Ça veut dire que la banque est aussi un peu plus réactive, la banque ou d'autres acteurs plus institutionnels. Si vous avez fait une campagne de dons avec contrepartie avec 200 personnes qui ont contribué, eh bien, ça vient aussi sécuriser et montrer que vous avez une preuve de concept. Donc, tout ça, ça permet de favoriser l'effet de levier au maximum. Et d'ailleurs, ça peut aller dans les deux sens.
vous pouvez prévalider, presque aller voir votre banque, aller voir les financeurs avant votre opération participative pour leur dire si j'arrive avec 50 000 euros, combien vous pourrez me débloquer et du coup en profiter pour communiquer là-dessus pendant votre levée de fonds participative. Parce que des gens qui vous soutiennent et qui se disent si moi je mets 1000 euros, eh bien elles peuvent aller chercher 1000 euros auprès de la banque, c'est aussi hyper intéressant. Donc effet de levier dans les deux sens. Communauté, c'est l'engagement de communauté parce qu'on l'a vu, c'est même des gens qui peuvent, comme Twiza ou Sunshine Chocolat ou autre, vous financer parfois à plusieurs reprises. C'est de la visibilité parce que c'est une campagne de communication, malgré tout. C'est vraiment un prétexte pour faire parler de vous dans les médias ou sur les réseaux sociaux. C'est une bonne actualité à relayer. Et puis, c'est aussi parfois des contacts inattendus. Parce qu'aujourd'hui, dans les PME, dans les grands groupes, il y a quand même des personnes qui sont en charge de l'innovation ou de la veille, qui utilisent les plateformes comme un outil pour repérer les nouveaux projets avec qui ils pourraient avoir des potentielles synergies. Donc tout ça, ça peut changer la donne pour la suite. On a fait un peu le tour du support de tout ce que j'avais prévu de vous partager. Hop, du coup, voilà, vous avez accès ici. Décidément, je vais y arriver. À notre adresse mail, mais surtout si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Victoria. Oui, merci beaucoup, c'était très clair. Moi, j'ai posé les questions que j'avais besoin de poser. Alors peut-être Agathe, est-ce que tu as des questions pour Victoria? Je n'avais pas enlevé le micro. Pas de souci. J'en ai écrit juste quelques-unes. Quand tu dis 3 mois, ça veut dire que c'est 3 mois en amont ou c'est 3 mois en comptant la campagne? Parce que... Ouais, non, c'est au total. En gros, alors avant, il peut y avoir les discussions avec la plateforme que tu envisages d'utiliser. Nous, on conseille de prendre contact au moins un mois avant, enfin compter un mois de discussion, toi réflexion et nous analyse du dossier. Et ensuite, dès que tu décides de travailler avec une plateforme, en général, il faut compter à peu près 3 mois. Ça veut dire entre une semaine et un mois de préparation selon ce que tu as déjà sous la main. Si tu n'avais pas du tout de vidéo et que tu veux faire une vidéo parce que tu sais que ça va t'aider à mobiliser, eh bien, ça peut être ça dans la préparation. Faire avec nous la page de présentation. On a des trames, on va relire, on va te conseiller, mais du coup, c'est ce petit travail-là. Lister les contacts. Tout ça, c'est un travail de préparation qui est, plus il est fait, plus il est bien fait en amont, plus tu gagnes du temps sur la suite. Et en gros, ça met entre une semaine et un mois. Et ensuite, sur la levée de fonds en tant que telle, c'est à peu près 2 mois qu'on te conseille de prévoir. Ça te permet d'avoir sur de l'investissement, tu as en général une première étape de vote ou d'évaluation qui dure un mois et ensuite une étape d'investissement d'1 mois, donc ça fait les 2 mois. Sur le don et contrepartie, ouais, tu es entre 1 mois et demi, 2 mois. Donc, ça dure à peu près sur ces ordres-là. Et après, tu as le déblocage des fonds directs. Donc, ouais, 3 mois au total, en sachant qu'avant, il y a un petit temps de réflexion et de validation des dossiers par la plateforme que tu sollicites. Ok, trop bien. Et après, j'avais juste une question sur les objectifs. Si on n'atteint pas les objectifs, du coup, c'est remboursé. Enfin, on n'a pas les sous, mais est-ce que c'est remboursé aux personnes qui ont donné des sous ou est-ce que du coup, c'est les plateformes qui gardent les sous? Je sais pas si c'est clair. Non, alors, ouais, effectivement, sur la plupart des plateformes, on fonctionne avec un objectif minimum. C'est toi qui as la main pour le fixer, mais c'est vrai qu'on te conseille d'avoir un minimum parce que si pour toi, lever 10 000 euros, ça te permet de rien faire, pas du tout de mettre en place ton plan d'action, du coup, c'est un peu difficile de les prendre. Donc, tu fixes un objectif minimum et c'est si cet objectif-là n'est pas atteint que, effectivement, la plupart des plateformes, la logique, c'est de dire l'opération est annulée. Mais dans ce cas-là, tout le monde est remboursé. Les investisseurs sont directement remboursés, il n'y a pas de frais supplémentaires. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et la plupart des plateformes. Après, tu peux avoir des plateformes, notamment de dons avec contrepartie, qui ne t'engagent pas à fixer un minimum.
tu peux avoir des préventes, tu peux quand même les prendre si tu veux. Mais la plupart, il y a un objectif minimum, c'est celui qu'il faut atteindre, sinon tout le monde est remboursé. Et donc là, il n'y a pas la commission, il n'y a pas d'autres frais supplémentaires de la part des plateformes. Ok, trop bien. Merci. Et tu avais parlé d'une simulation, du coup, c'est trouverlebonfinancement.fr. Ouais, exactement. Ok. Alors, Trop cool. du coup, les sites que je vous ai partagés, je vais essayer de les mettre dans le chat. Trouver le bon financement. Donc là, c'est un site de conseil sur le financement et le crowdfunding qu'on a conçu avec pas mal de partenaires. Donc, on met un maximum de ressources dessus. Et après, l'autre simulation dont je vous parlais, là, c'est une simulation plutôt vraiment concentrée sur We Do Good, donc sur notre mode de financement en royalties. Que je peux vous mettre aussi le test d'éligibilité. Je vous mets les liens dans le chat. Merci. Vous, est-ce que ça, vous envisagez en fait le financement participatif, le crowdfunding pour vos projets, ou c'est pour l'instant vraiment des infos que vous preniez pour y réfléchir? Bah, moi, j'aimerais bien Enfin, là, on a noté les dates et on aimerait bien le faire le mois prochain, enfin, du 26 au 5 décembre de l'année, enfin, du mois d'après, quoi. Ouais. Et du coup, ça serait plus du financement crowdfunding. Donc, où on Ouais. offre des contreparties. Du Mhm. coup, là, on est en train un peu de structurer. De base, on s'était donné un objectif d'avoir 5000 abonnés sur Insta. Mais c'est vraiment trop chronophage et je peux rien faire à côté. Donc, on va peut-être pas utiliser trop Insta et on utilisera plus LinkedIn pour faire passer le truc. Mais au moins, la base des réseaux sociaux existe, quoi. Ouais. Et voilà. Ok, très clair. En général, ce qu'on conseille effectivement, c'est de rester là où vous avez déjà du public parce que, bah, comme tu dis, créer une communauté, c'est long. Un boulot, donc créer une communauté en même temps d'animer une levée de fonds participatif, parfois, ça peut effectivement faire trop de sujets en même temps. Mais c'est ça. Et moi, pour l'instant, le projet n'est pas suffisamment avancé, mais je pense que Ok. c'est quelque chose que je pourrais utiliser dans quelques mois. Pour l'instant, c'est pas forcément utile et pour l'instant, surtout, j'ai pas les moyens de pouvoir le faire. Mhm, Voilà. très clair. Bon, en tout cas, ouais, c'est bien de plus vous avez les infos en amont, plus vous pouvez anticiper les choses et puis avoir ces axes-là en tête. Mais surtout, bah, en avançant, si vous avez des questions, je vous ai remis l'adresse mail dans le chat. Trop bien. Merci beaucoup. Et merci pour la présentation. C'était trop bien. Oui, merci beaucoup, c'était hyper clair en plus. Merci beaucoup, Merci à vous. Victoria. Merci pour l'organisation, Fatima. Et puis, Avec bah, plaisir. il y a l'enregistrement, donc n'hésitez pas à partager les infos. Oui, 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 je mettrai sur la ressourcerie. Donc, on avait une autre personne, mais elle n'a pas réussi à se connecter et elle avait des questions. Donc, je lui donnerai ton contact pour qu'elle te les adresse directement. Carrément. Bon, bah super. D'autres questions, les filles? Non, c'est tout bon, merci beaucoup. Moi, c'est bon aussi. Merci. Bon, bah super. Bah, bon après-midi et à très Merci vite. à vous aussi. Bon après-midi. À À bientôt. bientôt. Merci, Au Victoria. revoir, merci. Merci à vous trois. Au revoir. Très bon après-midi.